le conflit, il est révélateur des relations que nous avons, il est révélateur de l'authenticité dans laquelle on est engagé aussi dans la relation, et c'est un révélateur de bonne santé de la relation. Si ma relation va bien, ça veut dire qu'il y a quand même des frictions. Quand vous frottez vos mains entre elles, cette friction, elle amène de la chaleur. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui veut émerger de la relation, quelque chose qui veut sortir, et c'est pas forcément quelque chose de mauvais. AVS avec Philippe Robichon. On va parler de famille ce matin avec Karima Chadibaou qui est avec nous. Bonjour Karima. Bonjour Philippe, bonjour chers auditeurs et auditrices. Vous êtes coach familial et parental et vous êtes la fondatrice de l'école de naturopathie ENAT à Saint-Ouen. Oui. Vous êtes venue avec Leïla Tona qui est votre sœur. Oui. Voilà, et ça va être très important ce matin pour parler de famille, qui est psychopraticienne, animatrice d'ateliers de discipline positive, et nous allons aborder la question de la gestion des conflits en famille avec des techniques non violentes et qui ont fait leurs preuves. Quand on parle de conflit, de quoi est-ce qu'on parle, Karima ? Alors, quand on parle de conflit, on parle de, en fait, un moyen, en fait, de réguler les relations, un moyen, en fait, parce que la plupart du temps, les parents ont peur des conflits. Sont pas à l'aise avec les conflits, que ce soit les parents ou même tous les adultes. Non, mais c'est le mot, parce qu'on pourrait dire par exemple disputes. Les chicanes, les disputes, les chamailleries. Les chamailleries, voilà, on les appelle aussi comme ça. Et les conflits de famille. Voilà, bon, on les a mis sous ce chapeau-là, voilà, pour exprimer en fait que un conflit, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est une question de lutte, de territoire souvent. Notamment les enfants, dans mes affaires, par rapport à la possession de chacun, ses jouets, ses affaires, sa chambre, son espace vital. Donc on parle de conflit, de lutte, donc de territoire, de lutte, donc de pouvoir, le pouvoir personnel, le pouvoir familial, le pouvoir de l'aîné, le pouvoir du plus petit, le pouvoir du parent. Donc c'est un peu hiérarchisé tout ça. C'est pour ça qu'on parle de conflit. Et les conflits nous permettent en fait, il ne faut pas avoir peur des conflits, on dit tout le temps, avoir la culture du conflit, parce que le conflit amène en fait une régulation dans les relations, amène en fait au repositionnement en fait dans les relations et à exprimer en fait la personnalité de chacun, la détermination de chacun, les besoins aussi de chacun. Un équilibre. Le conflit amène vraiment un équilibre dans la relation, et juste pour appuyer sur ce que dit Karima, ne pas avoir peur justement qu'il y ait des conflits. Pardon. Oui, parce qu'il y a des gens qui sont pas à l'aise avec en tout cas ces états-là, les conflits, et donc finalement qui vont les éviter. Oui. Donc ça, est-ce que le fait de mettre le conflit sous le tapis, c'est une bonne technique ? Pas du tout, c'est pas une bonne technique, parce que c'est comme il y a une métaphore, Karima, et tu vas, je pense, être d'accord avec moi aussi, Philippe. C'est quand il y a un éléphant dans un magasin de porcelaine. Donc le conflit, c'est l'éléphant. On n'a rien vu, donc l'éléphant, il bouge et il casse la porcelaine. Ouais. Donc non, quand le conflit, il est là, on n'est pas là pour le mettre sous le tapis, on en parle. Parce que sinon, qu'est-ce que ça va générer ? Des non-dits. Les non-dits vont générer un mal-être, des grosses disputes, voire peut-être des ruptures de liens. Exactement. Donc non. Donc l'éléphant, alors et ce qui est marrant dans les conflits, ce qu'on remarque dans les familles qu'on accompagne et même dans les ateliers, dès qu'on aborde ce thème-là, tout le monde est en alerte et dit oh là là, mais comment ça va se passer ? Parce que justement de mauvais souvenirs par rapport à ces conflits, parce qu'on ne sait pas les gérer, on ne sait pas à quoi ça sert et pourquoi. Et donc tout le monde rêve d'une famille sans conflit. Mais une famille sans conflit, ça n'existe pas. Donc non, il y a pas de famille où c'est non. Les familles paix en permanence. Non, ça n'existe pas. La paix, je sais plus qui disait ça. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Je crois que c'était Napoléon qui disait ça. Alors bon, on va pas. Je connais plein de gens qui le disent sans que ce soit Napoléon. Hein. Voilà, oui. Si tu veux la paix, prépare. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Ça veut dire qu'en fait, on va plutôt prendre la sagesse de cette phrase, qui est plutôt reste en alerte, reste vigilant, observe les fluctuations dans la relation, les changements dans la relation et ce que la relation est en train d'exprimer. C'est ça. Une famille sans conflit, c'est une famille qui va mal. Une famille où il n'y a pas de conflit. Vous m'avez donné une belle expression hier. Hier, qu'est-ce que je vous ai dit ? Sur les familles sans conflit, vous m'avez dit pas de conflit, c'est une maladie de la relation. Oui, c'est une maladie de la relation, absolument. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que justement, peut-être plein de gens qui nous écoutent disent finalement, on aimerait tellement qu'il n'y ait pas de conflit parce que ça irait bien. Parce qu'on croit que ça irait bien. On veut tout pacifier, c'est-à-dire que tout soit plat. Donc on est dans l'évitement, on est à mettre sous le tapis, alors qu'en fait, le conflit, il est révélateur des relations que nous avons, il est révélateur de l'authenticité dans laquelle on est engagé aussi dans la relation,
et c'est un révélateur, comme on l'a dit, de bonne santé. De la relation. Si ma relation va bien, ça veut dire qu'il y a quand même des frictions. Les frictions, ils permettent quoi ? Vous savez, quand vous frottez vos mains, Philippe, entre elles, cette friction, elle amène de la chaleur. D'accord ? Et donc, la chaleur, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui veut émerger de la relation, quelque chose qui veut sortir. Et c'est pas forcément quelque chose de mauvais. C'est ça. Sauf que la perception qu'on en a du conflit, elle nous fait peur. Parce que, justement, peut-être quand nous étions petits, que nous étions en conflit avec notre frère ou notre sœur, etc., c'était pas géré. Les parents ne géraient pas et mettaient le... Ou même avec les enseignants à l'école. Exactement. À l'école, l'enseignant, quand il voit deux enfants qui se disputent, arrêtez de vous disputer. Nous, avec Laïla, quand on parlait en préparant l'émission, on se disait, nous, quand on a grandi, donc on a 1 an de différence, hein, toutes les deux, très proches. Et on se battait beaucoup avec Laïla. Enfin, tu me frappais. Non, arrête, on va prendre pour un tyran. Non, mais moi, ça m'étonne pas. Laïla, moi-même, elle me bat. On va parler de communication non violente. Je vous jure que je suis une adhérente, une militante des Stop à la violence. C'est juste pour appuyer que le fait, justement, le conflit, donc avec Karima, quand on se battait et qu'on était petite, donc moi, je disais à Karima, s'il te plaît, ne me tords pas les doigts, parce que j'aime pas quand tu me tords les doigts. C'était sa spécialité. Fais-moi tout ce que tu veux, mais tu me tords pas les doigts. Ne me tords pas les doigts. Et elle me regardait, elle me disait, bon d'accord, je te tords pas les doigts. Bien sûr qu'elle me les tordait. Mais est-ce que je peux te mettre les doigts dans l'œil ? Non, elle me les prenait comme ça. En fait, on va analyser structurellement. Voilà, mais ce qui s'est passé aujourd'hui, à l'âge que j'ai analysé ce que m'avait apporté donc les bienfaits de ces fameux conflits que j'avais avec Karima. Ça m'a permis d'être je suis une personne qui a toujours espoir en l'autre. Et en fait, le fait de lui dire quand on était petite, Karima, ne me tords pas les doigts, je nourrissais tout le temps cet espoir de croire en elle qu'elle allait pas me tordre les doigts. Oui, non, mais aujourd'hui, c'est une vertu, c'est une qualité qui me sert et dans mon travail et dans ma famille. Parce que je sais que l'autre peut changer, je sais que l'autre peut respecter ce dont j'ai besoin. Il y a ça. Rassurez-nous, aujourd'hui, elle ne vous tord plus les doigts. Non. C'est réglé. Non, c'est réglé, je me suis pacifiée, Elle s'est formée à la CNV. À la CNV, la communication non violente, la psychologie positive. Voilà, je suis quelqu'un quand même qui déborde un peu de paix, je crois. Oui, beaucoup même. Je rayonne la paix. En fait... Ouais, mais ça, c'est important, parce que ce que vous dites, c'est que beaucoup de gens qui aimeraient et qui se disent que finalement les conflits c'est un échec de la communication. Non. On entend souvent dire ça, que finalement s'il y a un conflit, c'est qu'on a mal communiqué. Non, au contraire. S'il y a conflit, ça veut dire que la relation est en train d'évoluer et il faut se poser la question de quoi a besoin notre relation, de quoi a besoin notre alliance, le fait que nous soyons ensemble, le fait que nous décidons d'être ensemble, de quoi a besoin cette relation pour grandir. Le conflit vient donner les moyens d'un réajustement dans cette relation. Il a manqué de ça. J'ai besoin de ça pour pouvoir évoluer. J'ai besoin de ça pour pouvoir m'engager avec toi. J'ai besoin. Et si on l'exprime pas, c'est quelque chose qui reste latent, qui reste caché. Et donc, à un moment donné, le contexte va faire émerger ça, surtout si on veut vivre notre vie selon nos propres valeurs, nos propres convictions. Donc, le conflit est là pour venir renforcer. Et ce qui est vraiment très intéressant dans nous, quand on analyse notre vie, on voit en tant qu'enfant, ça veut dire que même dans la dispute, il y a un protocole. Ouais. Quand je dis un protocole, ça veut dire quoi ? Il y a une procédure, il y a une manière de se disputer. D'accord ? On pose les règles. Et avec Laïla, la règle, c'était ne me tords pas les doigts. D'accord ? On n'est pas d'accord. T'es fâché, Karim, parce que moi je suis colérique, d'un tempérament colérique. T'es fâché contre moi, mais ce que je te demande, d'accord ? Ne me tords pas les doigts. C'est-à-dire, ne me fais pas plus de mal que... Et je vais écouter ce que tu as à me dire. Si on décode, en fait, on vient analyser la relation, et on a grandi comme ça, et aujourd'hui, on est capable de se dire, écoute, Laïla, je suis pas d'accord avec toi, sans être violent, sans lui tordre les doigts, bien sûr, et de lui dire, non, mais... là, je suis pas OK, ça me gêne, moi, pour pouvoir être là-dedans, j'ai besoin de ceci ou de cela, et je me sens comme ci ou comme ça, quand je ne me sens pas respectée, par exemple. On arrive à se le dire. On arrive à formuler des demandes. Tout à fait. Parce que nos parents également nous rendaient responsables de nos conflits. C'est-à-dire que notre mère autorisait le conflit, mais avec des règles, bien sûr, qui étaient parfois pas respectées, mais on n'avait pas le droit de se taper, même si Karima me tordait les doigts, d'accord ? Mais c'était... Vous avez le droit de ne pas être d'accord, vous avez le droit de l'exprimer, d'accord ? Sans violence.
Voilà. Et donc aujourd'hui, adulte, on se dit, j'ai besoin de ça, je suis pas d'accord avec ton point de vue, etc. Parce que parfois, on sait très bien que lors de repas de Noël, etc., il se passe beaucoup de choses dans les familles. Parce que les fameuses choses qu'on a mis sur les tapis. Exactement, et qui vont ressurgir à un moment donné, ou serait-ce que les enfants, avec leur spontanéité, leur naïveté naturelle, qui viennent et qui disent « Ah ben tiens tata, pourquoi t'es pas venu à ce moment-là? Moi j'ai entendu que tonton il a dit ça, tu sais tonton il t'aime pas, ou parce qu'il dit qu'il trouve que tu es ceci ou qu'il est cela ». Et bon du coup tout le monde se regarde, personne ne nomme ce qu'il y a, tout le monde voit. On n'a rien entendu. Voilà, tout le monde voit le gros éléphant rose, mais personne ne le nomme. Non, j'ai pas vu. Stratégie d'évitement, ça n'existe pas. Mais à un moment donné, ça nous éclate en plein visage. Donc il vaut mieux l'affronter, d'accord. Et il y a une bienséance. Nous on aime bien dire ça, une bienséance pour justement vivre le conflit, accompagner le conflit, dénouer le conflit et cueillir la sagesse du conflit. Parce qu'une famille fonctionnelle, c'est une famille où il y a du conflit. Le conflit, on en a besoin, on l'a dit dès le début. L'essentiel étant qu'il y ait le lien. C'est le lien qui va permettre justement, donc le lien intrafamilial, qui va permettre justement de dénouer ces nœuds. Les nœuds se sont faits, avec le lien, on les dénoue. Parce que si l'autre boude 3 semaines ou un mois après, enfin pendant un mois... Oui. Il va falloir aller. Ça veut dire que le conflit, il s'est pas bien exprimé. Il s'est pas bien exprimé, qu'on n'a pas été au bout du ressenti, et que l'autre reste sur ses jugements et ses interprétations de la situation. Parce que qu'est-ce qui pose problème? C'est comment j'interprète la situation. Et comment j'interprète la situation, le contexte qui se passe, les événements, et l'interprétation aussi de mon ressenti. Parce que je n'arrive pas et parce que justement aussi notre éducation est très pauvre à ce niveau-là, au niveau du langage émotionnel. C'est très très pauvre. Bon, à part être en colère et triste ou malheureux, je veux dire, le vocabulaire est très très pauvre. Donc c'est pour ça qu'il faut l'enrichir avec nos enfants, leur en parler. Ok, ça t'a fait quoi? Comment tu te sens face à cette situation? Une injustice, oui, mais cette injustice, comment est-ce que tu la vis à l'intérieur de toi? D'accord. On verra les enfants et la gestion des conflits des frères et sœurs et des enfants. Oui, parce que les rivalités, les jalousies, c'est depuis la nuit des temps. Ce qui peut être intéressant à observer, c'est que dans certaines familles, on connaît le début et on connaît la fin. On sait que de toute façon, la séquence du conflit, elle est parfaitement connue. On sait comment ça va dégénérer. D'ailleurs, on peut même dire avant que ça va glisser. Donc, il y a quand même des séquences qui se reproduisent dans les conflits. Oui, et c'est pour ça que le conflit, il va falloir l'anticiper. L'anticiper. Le problème, c'est qu'on développe des stratégies, des scénarios pour éviter le conflit, alors que toute l'énergie qu'on va dépenser à éviter le conflit, vis-le, dis ce que tu as. Exprime-le, et tu peux le faire sans violence, sans agressivité. Ce qu'on appelle maintenant, vous savez, des séminaires qui existent, qui s'appellent des séminaires d'assertivité. C'est quoi l'assertivité? Ça, c'est un très bon mot, l'assertivité. Allez-y. D'ailleurs, c'est même pas français ce mot, ça vient de l'anglais. To assert, ça veut dire c'est exprime ce que tu as. Même en français, on n'a pas un mot, on est obligé de le prendre dans le vocabulaire anglo-saxon, de l'assertivité. Comment est-ce que tu peux exprimer ton désaccord, d'accord, sans violenter, ni verbalement, ni physiquement, sans agresser, sans être un chacal. En communication non violente, on parle du chacal et de la girafe. C'est-à-dire imposer. Et sans imposer. Formule des demandes et tu laisses la liberté à l'autre de répondre ou pas à ta demande. Parce qu'on dit beaucoup, impose-toi. On le dit ça à nos enfants. Mais impose-toi face à tes camarades. Mais c'est pas le bon mot, impose-toi. S'imposer, c'est prendre le pouvoir sur l'autre. C'est juste prendre ton pouvoir personnel, exprime-toi, affirme-toi. Exactement. De manière assertive. L'autre a le droit de ne pas être d'accord avec toi. C'est ton propre point de vue. C'est ton propre point de vue, c'est ton propre pouvoir, comme tu l'as dit, Leïla. Prends ton propre pouvoir. Mais ton propre pouvoir, tu peux le prendre à quel moment? Mais ne l'impose pas. Ne l'impose pas. À quel moment tu peux prendre ton propre pouvoir? Quand tu te sens en sécurité. Ça veut dire que tu sais que l'autre, comme le disait Leïla, ne me tord pas les doigts. Donc, même, tu vois, il y a franchement, c'est trop. Genre, de le réanalyser comme ça, je me dis, waouh, c'est énorme quand même, inconsciemment. Enfin, moi, j'ai retenu que quand elle vous disait ne me torde pas les doigts, vous lui tordiez quand même les doigts. Oui, je lui tordais quand même, mais elle me rappelait la règle. Elle me disait, Karima, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, il n'y avait pas vraiment d'effet, c'est ça le truc. Non, mais pourquoi? Mais parce qu'après, on a en face la personnalité de l'autre. D'accord? Moi, Leïla, elle connaît mon fonctionnement. Vous vous rappelez quand on a fait l'émission sur les typologies des enfants? D'accord? Moi, j'ai une certaine typologie qui prend vraiment sa racine dans le colérique. Et Leïla, elle a une certaine typologie. La mienne, je la connais bien, elle a besoin d'une frontière. Elle a besoin du contact pour pouvoir
cesser son envahissement sur l'autre. Ça, c'est ma personnalité. Je le sais, même quand je me dispute avec mon mari, avec mes enfants, avec des professeurs, quand je suis pas d'accord, quand je défends un enfant bec et ongle dans un conseil de discipline, je le vois très bien parce que c'est quelque chose qui est comme une vague qui va prendre l'autre. Et du coup, j'en prends conscience au moment où l'autre se pose, pas s'impose, mais se pose, montre qu'il est là et qu'il est présent et qu'il y a le contact. C'est pour ça que quand moi, par exemple, je suis en colère, je le dis, mes enfants le savent, juste tu me touches comme ça, juste tu poses la main, là, ça me permet de revenir dans mon corps et dire, oh, ok, calme-toi, là, gère. Et les enfants, et je le dis beaucoup aux parents, les enfants colériques disent, oh là là, il rentre dans une colère noire, il casse tout autour de lui, il voit son frère, il lui fait un croche-patte alors qu'il n'avait rien à voir. Je dis, prenez-le dans les bras, juste contenez-le, aidez-le à contenir ce qui se passe pour ensuite guider vers une manière plus équilibrée, plus apaisée pour s'exprimer. Le contenir, c'est le ramener à lui parce qu'il était hors de lui. Voilà. Dans les conflits, est-ce qu'il y a une victime et un coupable ? Oui. Du coup, vous me faites tousser. Oui. Alors, c'est justement l'erreur que font les parents en général lorsqu'ils se mêlent des conflits des enfants. Ils ont tendance à positionner le coupable, la victime, et donc l'autre va s'ancrer dans cette position. Du coup, c'est toujours toi qui commence de toute façon. Elle t'a rien fait, c'est jamais elle qui a commencé, la victime. Donc oui, c'est l'erreur que font les parents lorsqu'ils se mêlent, lorsqu'ils font le juge ou l'arbitre du conflit. Mais dans les conflits de couple, par exemple, c'est pareil. C'est pareil. Mais dans tout conflit, il y a c'est humain. Il y a cette volonté de positionner. De toute façon, même le coupable, il se voit lui-même victime. C'est pour ça, donc il a besoin de se défendre. Et donc le coupable va le faire d'une manière. C'est pour ça qu'on l'appelle le coupable, parce que lui, il va réagir. Il va être dans une réaction, donner un coup, insulter, bousculer, cracher. Il va avoir une manière de réagir. D'accord ? La victime, elle, c'est parce qu'elle a peut-être un temps de réaction plus long. Ou peut-être parce qu'elle ne sait pas, justement, qu'elle peut se défendre. D'accord ? Donc, du coup, on va se retrouver... tout le monde en parle. Quand on fait du développement personnel, on va parler du triangle dramatique de Cartman. Donc, on a la victime, le bourreau et le sauveur. Et le parent se positionne en sauveur de la victime. Et donc, il va positionner en tant que bourreau, c'est toi le coupable. C'est toi qui as commencé. De toute façon, même à l'école, la maîtresse me l'a dit, tu es toujours en train de chamailler tes camarades. Tu restes jamais tranquille, je me demande ce que tu cherches. D'accord, donc la quête de pouvoir pour celui-là. La victime, lui, il a besoin d'être vu comme victime. Donc, maman, je ne suis pas capable de me défendre tout seul. J'ai besoin d'un sauveur, d'un juge. Donc, il va falloir déroler les enfants. Mais pour déroler les enfants, il faut que quand vous dites le déroler, c'est-à-dire sortir du rôle. Voilà. Oui. Sortir du rôle, parce que le problème, c'est quand on rentre dans ce triangle, impossible d'en sortir. C'est hyper compliqué. Très compliqué, c'est pour ça. Et même les outils pour pouvoir sortir de ce triangle ne sont pas évidents. Donc nous, on est plutôt des adeptes de la métacommunication. C'est quoi la métacommunication ? C'est communique au sujet de la communication. Communique au sujet de la relation. Ça veut dire qu'on va se mettre en retrait, Philippe, en fait. On va avoir une vision plus éloignée, avec du recul et en analyse. De regarder, ok, qu'est-ce que tu peux dire sur le lien que tu as là avec ton frère ou avec ta sœur ? Du coup, le parent il devient un médiateur, un moyen. Il n'est plus arbitre. Il n'est plus arbitre ni juge qui va donner la sentence, appliquer la sentence, donc la punition en termes généraux et pas la sanction, et empêcher les enfants de prendre responsabilité de la relation et de comment elle va évoluer cette relation. Parce que lorsque le parent se positionne en tant qu'arbitre, il y a un perdant et un gagnant. Voilà. Et du coup, le perdant, il sera toujours perdant, et le gagnant, moi j'ai gagné, maman, elle m'a défendu, moi. Je suis le plus fort. Elle m'a donné raison, etc. Ou même si elle lui a pas donné raison, parce que la victime aussi, excuse-moi Laïla, la victime aussi, des fois, elle se complaît dans ce rôle, et elle se dit de toute façon, moi j'ai toujours été victime, et puis c'est tellement confortable ici, les gens te voient en tant que victime, la pauvre. Et elle attendra toujours son sauveur. Exactement. Et puis après, on va voir ça quelques années plus tard dans le couple. Voilà. On rejoue le même scénario, la même histoire. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'on ne lui a pas appris dès le départ à se défendre elle-même. Quand tu es attaqué, défends-toi. D'accord ? Et cette attaque, et qu'est-ce que tu as permis à l'autre quand il t'attaque de cette manière-là ? Qu'est-ce que toi, tu as autorisé ? Qu'est-ce que tu permets à l'autre de faire avec toi ? Souvent, alors là, si on parle des parents, dès qu'ils voient que leur enfant est attaqué, ils vont tout de suite monter au créneau. Donc, c'est humain. D'une certaine façon, l'enfant est attaqué, donc le parent va... Oui, mais c'est humain. Et c'est parce que c'est notre rôle protecteur. Tout à l'heure, je parlais d'aider l'enfant à prendre son propre pouvoir. Comment on aide nos enfants à prendre leur propre pouvoir ? Déjà, ils sont dans un espace de protection.
Je suis protégée, je suis en sécurité. Et le deuxième, c'est l'espace de permission. Autorise-toi à dire, même quand c'est maman, même quand c'est papa, même quand c'est les professeurs, autorise-toi à dire que tu n'es pas d'accord. Bien sûr, son désaccord, on ne va pas l'affirmer en retournant la table, bien d'accord ? Simplement en disant, écoute, voilà, j'ai une objection par rapport à ce que vous dites. Voilà, de mon expérience personnelle, voilà moi comment je vois les choses, voilà comment je les analyse. L'autre est OK de prendre ou pas prendre, mais au moins je l'ai exprimé. Mais combien de fois on fait ça ? Et autoriser le désaccord dans un lieu de sécurité comme la famille, cet enfant va pouvoir s'autoriser à affirmer son désaccord dans un milieu, dans un contexte scolaire, au travail plus tard. Oui. Et on le voit souvent, là, on était en période d'examen, on a accompagné beaucoup d'adolescents, d'enfants, de jeunes adultes aussi, hein, moi, même de plus grands là, qui ont passé le CAPES et qui étaient dans un état, je pense à mes jeunes stagiaires qui ont passé le CAPES, qui ont leurs résultats bientôt, et qui étaient dans un état, je dis, affirme, si tu peux dire, exprimer déjà toi ton analyse de texte, notamment en français, ceux qui passaient le CAPES en français, l'analyse, comment toi tu le vois, mais exprime-le d'une manière ouverte, c'est-à-dire laisse l'autre faire son feedback, son point de vue. Tu donnes toi aussi le tien et pas être tétanisé d'attendre, de dire l'autre il y a un pouvoir hiérarchique en fait, c'est-à-dire il a un pouvoir sur moi, il faut que je lui plaise. Et c'est ça en fait dans le conflit. Je dois plaire à papa, je dois plaire à maman, je dois plaire à mon professeur, quitte à me déplaire moi-même. Mais parce que, Karima, ce que tu dis, ça me rappelle justement les relations verticales. Oui. Tant qu'on aura peur du conflit, on sera dans des relations verticales. Donc, cette espèce d'autorité qu'a le parent sur l'enfant, le prof sur l'élève, le patron sur le salarié. Voilà. Alors que nous avons besoin plutôt de relations horizontales. D'accord ? Nous avons les mêmes besoins. La stratégie pour assouvir, pour satisfaire mon besoin, va respecter le mien et le tien. Donc, vraiment sur une même... ligne. Sur une même ligne, exactement, sur une pas une égalité, parce qu'après ça va... Une équité. C'est une équité, voilà, chacun selon son propre... Parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins. Une équité. Ils ne s'expriment pas de la même manière. Nous les hiérarchisons pas de la même manière. Et ça, le parent doit vraiment être vigilant par rapport à ça. Dans la fratrie, s'il y en a un qui a besoin plus de temps de solitude, de jouer tout seul, et ça on le voit souvent, les parents qui disent « mais je comprends pas, il veut pas jouer avec son frère ». Et l'autre, il jouait avec tout le monde. Et dit, voilà, il doit jouer. Je dis, mais attendez, madame, il veut pas jouer avec son frère. Laissez-le, il a besoin de temps de solitude. Où il est dans son monde intérieur. On en avait parlé quand on parlait de l'introversion et l'extraversion. D'accord ? Et l'enfant a besoin, donc on va pas lui imposer le même besoin que l'autre d'être en lien et de jouer avec l'autre qu'à celui qui a besoin d'être solitaire et d'être dans son monde intérieur. Alors pour les parents qui nous écoutent aujourd'hui, quels outils fournir aux enfants pour les aider à gérer les conflits qu'ils rencontrent ? Alors justement, on a notre les outils, voilà, les outils qu'on utilise beaucoup, c'est la CNV, donc la communication non violente. C'est déjà, donc tout à l'heure Karima parlait de prendre de la hauteur. Donc, quand on dit prendre de la hauteur, c'est se mettre en mode girafe. Donc, on parlait de CNV, le chacal et la girafe. Donc, derrière chaque chacal qui s'exprime, il y a un jugement, il y a un besoin qui n'est pas satisfait. Quand je me mets en mode girafe, donc j'observe. Le premier, donc c'est le bonhomme OSBD, les étapes de la CNV, O d'observation. D'accord ? Je m'imagine être cette girafe avec ce long cou. Et pourquoi d'ailleurs la girafe ? Je ne sais pas si Philippe, vous savez, mais parce que c'est le mammifère qui a le plus gros cœur. Tu vois, moi j'ai fait de la CNV, tu vois, je savais. C'est pour ça que Marshall Rosenberg a choisi la girafe. Qui est donc l'inventeur, le fondateur, voilà, de la communication non violente. Et avec une référence bibliographique pour nos auditeurs, qui est les murs sont des fenêtres ou bien des murs, qui est vraiment un best-seller. Qui explique justement toute cette méthodologie. Voilà. Donc, je suis cette girafe, je prends de la hauteur et j'observe les faits. Donc, avec mes sens, je vois, j'entends. Quand je vois la chaussure au milieu du couloir, qui n'est pas rangée dans le meuble à chaussures, par exemple, je me sens, donc là, je passe au S, donc là, je me connecte à mon cœur, à mon émotion, je me sens agacée, parce que j'ai besoin de propreté, d'organisation. Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on en parle ?
Voilà. Est-ce que tu es d'accord de ramasser la chaussure qui traîne, de ramasser ta chaussure? Voilà. Là, c'est quand on a vraiment avec parce qu'on sait qu'avec les parents, les chaussures dans le couloir, qui ne sont pas rangées dans le 8e meuble à chaussures, d'accord. Ça traîne toujours dans les couloirs. Ça traîne toujours dans les couloirs ou les affaires et tout ça. Et donc là, les parents qui nous écoutent, on dit ouais, bon, je veux bien moi, mais quand ça fait 10 fois que je répète que les chaussures, c'est dans le meuble à chaussures et pas dans le couloir, quitte à me casser quelle affreuse invention, ça, meuble à chaussures, franchement. Ouais, le meuble de rangement, non? Un meuble à chaussures. Non, vous aimez pas ce mot là? Non, je sais pas. C'est vrai. Bon, vous n'avez pas beaucoup de chaussures. Les chaussures, c'est fait pour respirer. Oui, ça c'est vrai. C'est pas près dans un meuble. Oui, mais bon, c'est fait pour être rangé. Pour les ranger, parce que quand on en a beaucoup, comme nous, parce qu'elle parle, voilà, Karima en a paire de chaussures, donc il faut les ranger. Je peux pas les laisser, voilà. Comment voulez-vous que les gamins comprennent le concept de meuble à chaussures? Enfin bon, après c'est. Bon, après on a chacun son mode de rangement, comment, voilà. Ok, donc après c'est à chacun de s'inventer et de trouver la méthode la plus adaptée. Voilà. D'accord. Donc, mais quand ça fait la énième fois qu'on dit à l'enfant, dans ce cas-là, l'observation, je remarque que depuis plusieurs jours, alors que j'ai répété plus de 10 fois que les chaussures, c'est dans le meuble à chaussures, je remarque, je me sens vraiment agacée et ça me donne envie de vraiment de les balancer par la fenêtre. De les balancer par la fenêtre. Ce n'est pas ce que je vais faire, mais ça me donne envie. Pourquoi ? Parce que je ne me sens pas respectée dans ce que je te demande. Nous avons chacun notre manière de faire. Je te demande de respecter les espaces communs pour que tout le monde puisse vivre en bonne intelligence dans cette maison. D'accord ? Si tu veux retrouver tes chaussures, d'accord ? Si tu veux retrouver tes chaussures, range-les. Je te demande de les ranger. Donc c'est une demande. Mais vraiment, parce qu'on peut le faire avec vigueur. Oui, la plupart du temps, les parents disent... Quand on parle de cette... Pas plus tard qu'hier, j'étais dans un centre social à Asnières où je parlais justement de cette méthode. Et la maman dit, mais Karima, moi j'en peux plus, ça fait... Eh ben, je dis, écoute, ça n'empêche pas d'être ferme. Complètement. La bienveillance, on le dit tout le temps, n'empêche pas la fermeté. Au contraire, tu peux être ferme avec ta voix, ta présence, tu sors tes yeux si tu veux, d'accord ? Tu n'insultes pas ton enfant, tu ne l'humilies pas. Tu ne lui tords pas les doigts. Tu ne lui tords pas les doigts. Ça y est, ça on va le garder. Mais tu lui parles de ton ressenti. Exactement. Tu lui exprimes ton ressenti. Et ça fonctionne alors ? Et ça fonctionne, tout à fait. Ou bien, moi il y a une méthode je trouve qui fonctionne bien aussi, c'est qu'une fois que tu lui as expliqué voilà, que les chaussures, ça se range dans le placard à chaussures, etc. Ou que la table elle doit être débarrassée. Voilà. Eh ben, en un mot, les chaussures. Voilà, au lieu de faire des longs discours. Au lieu de faire des longs discours, donc tu t'économises aussi et tu balances juste un mot. La table, le verre. Moi, il y a ça. Ça marche super bien. Et il y a le post-it aussi. Moi, j'aime bien utiliser la méthode du post-it que j'ai utilisée avec mon fils parce qu'il avait, dès qu'il rentrait de l'école, il allumait la télé. Et moi, ça m'agaçait. Donc, parce qu'il y avait un rituel. D'abord, tu prends ton goûter. On discute un petit peu comment s'est passée ta journée, tu passes à tes devoirs, ou alors la télé, après tu regardes ton petit dessin animé que tu aimes bien pendant 20 minutes, 15 minutes, 20 minutes, et ensuite tu passes à faire tes devoirs. Et c'était un ancrage chez lui, automatique, il allumait la télé. Donc j'ai pris un post-it et je l'ai posé sur la télé. Et j'ai écrit que c'est la télé qui parle en fait. Et qui lui dit, comme il était en CE1, CE2, donc la lecture et tout ça, et il y avait écrit, avant de m'allumer, demande-toi si tu as pris ton goûter et si tu as fait tes devoirs. Et dès qu'il arrive, il décode, il voit en plus le post-it en couleur. Donc on attire, on fait un appel à ses sens. Ah c'est quoi ? Tiens, il y a un truc sur la télé, il y a un message pour moi. Oui, avant de m'allumer, demande-toi si tu as fait tes devoirs. Et tout de suite, tu rappelles, il s'exécutait. D'accord ? Ça fonctionne sur les ordinateurs, sur les tablettes sur de les jeu. Tablettes, partout. C'est la serviette pour s'essuyer les mains qui reste par terre. Qui reste par terre ou qui est mouillée, qui n'a pas été séchée. Tout ce que vivent les familles, le savon qui est resté, qui est plein de post-it, ça fonctionne super bien. Tous ces trucs-là qu'on connaît, tout ce qui nous met mal à l'aise, quoi. Qui nous embête, qui nous dégoûte aussi. Voilà, qui nous agace vraiment. Donc, on peut se simplifier la vie avec toutes ces méthodes-là. Et ça nous évitera de crier « c'est pas Versailles ici », parce que toutes les lumières, ou de jouer à Colombo, qui a laissé la lumière allumée dans les toilettes, qui a laissé la bouteille de lait avec la goutte qui reste dans le frigo alors qu'il n'y a plus, ou de jus d'orange. Ça, toutes les familles connaissent ça, et nous, dans les ateliers, c'est tout le temps. La canette vide dans le frigo, ça aussi. La canette vide, ou alors le bout de sandwich. Il a mangé un sandwich, mon ado il me fait ça, et il reste un tout petit morceau, il dit on sait jamais pour plus tard. Donc je lui dis ça c'est le on sait jamais. Tout à l'heure on a bien vu
comment Karima, vous faisiez part de votre ressenti à un enfant qui ne veut pas obéir et qui ne s'exécute pas. Exactement. Quels sont les autres outils dont on dispose ? Vas-y. Alors, il y a des outils qu'on transmet aux parents en discipline positive qui s'appellent les 3 S. 3 S, pourquoi ? Je vais expliquer. Donc, le premier S, c'est sortez. Le premier S, c'est sortez. Sortez, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les enfants sont en train de se chamailler. D'accord ? Ils sont en train de se chamailler. Je rentre dans la pièce où ils se chamaillent. Je m'assure qu'ils m'ont vu tous les deux et je sors. C'est-à-dire, je ne dis pas un mot et je sors. Qu'est-ce qui se passe chez les enfants ? Et on fait ce jeu de rôle d'ailleurs en atelier. Ce qui se passe, c'est impressionnant parce que les parents, quand on fait un débrief après, c'est j'ai bugué, ils s'arrêtent instantanément. En fait, ça vient désamorcer le conflit. Et du coup, comme ça désamorce le conflit, la voix, elle montait. D'un coup, ça descend, les enfants se regardent et puis ils se parlent plus calmement. Et pourtant, je suis pas là. Donc, ça permet justement aux enfants de les responsabiliser face au conflit, face à ce qui se passe, et ils trouvent leur propre solution. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes sorti de la pièce, ils repartent pas sur le niveau où ils étaient auparavant. Non, parce qu'il y a ce qu'on appelle une rupture de pattern. C'est quoi la rupture de pattern ? Une rupture de schéma d'escalade. Là, c'est le schéma d'escalade, d'accord, où il y en a un qui veut prendre aussi l'ascendant sur l'autre. Donc, il y a une escalade quand le parent rentre sans parler. Juste, je m'assure, comme l'a dit Leïla, qu'il me voit. Donc, c'est la présence. Les deux. D'accord, l'énergie. Et ça redescend automatiquement, puisqu'il y a une rupture de schéma, d'accord, de celui de l'escalade. Donc, du coup, on va reconstruire la relation à ce moment-là et dire bon écoute là tu m'as embêté, moi je veux pas que tu prennes mes jouets, ou je t'ai déjà dit de prendre ma chemise, moi je voulais la mettre tel jour et tout, et du coup on amorce en fait le conflit vers une solution. C'est ça. Plutôt que de rester sur l'escalade où personne finalement... Et on leur permet justement de développer cette compétence-là qu'est la gestion de conflit. Voilà. Plus tard, ça fera des adultes qui ne mettront pas l'éléphant par rapport à l'éléphant ou la poussière sur le tapis. Et donc, mais je m'assure vraiment, quand je rentre dans la pièce, je les regarde pas de travers. Oui, voilà. Non, je suis dans une énergie. Pas du tout. Je suis dans une énergie. Je suis là. Voilà, une bonne énergie. Je les regarde tous les deux. Et je tourne les talons et je m'en vais. Et il faut que je tienne, parce que si en tant que parent j'ai l'habitude de dire arrête d'embêter ta sœur ou rends-lui son livre, etc. Faut que, c'est hyper challengeant. Je prends sur moi, j'y vais en bonne énergie, je me fais confiance, je leur rends leur truc, c'est leur conflit, et je tourne les talons. Ce sont vos affaires, pas les miennes. Exactement ça. Exactement. Moi je dis aux parents, quand vous les voyez, pensez à vos prochaines vacances. Et ils me disent comment ça ? Oui, pensez à vos prochaines vacances, laissez-les, ayez confiance dans ce que vous avez transmis aussi à vos enfants. Donc ça c'est le premier S. Voilà, ça c'est le premier S, sortez. Le deuxième S, c'est supportez-les. Supportez-les, ça va être, donc ils sont en train de se chamailler tous les deux. Je rentre dans la pièce où ils sont en train de se chamailler et je les regarde avec un regard, comme elle dit Karima, je me transporte sur une île, voilà, quelque part. Je suis zen, vraiment, quand je dis je suis zen, c'est-à-dire que les ondes cérébrales de mon cerveau, elles sont connectées au zen. Je suis dans un calme, je suis très calme, d'accord ? Et je fais attention parce qu'un des deux va vouloir me faire intervenir. Exactement. Mais maman, pourquoi tu dis rien ? Silence radio, je ne dis rien, je les regarde tous les deux. Donc, et ma manière d'être et ce que je vais dégager leur rend leur conflit. Mais je suis là, voilà. Et il y a aussi, ça désamorce en même temps, ça bug. Mais pourquoi tu dis rien, maman ? Oui, mais t'as vu, maman, elle a dit ça, avec votre sourire. Mais maman, elle est bizarre. Et en fait, ils ont même oublié le pourquoi ils se disputaient. Oui, parce que dans une étude, on avait vu ça dans une étude, il y a toutes les 41 minutes, je crois, ou les 49 minutes, il y a une dispute entre frères et sœurs. Dans la journée. Dans la journée. Toutes les 40 minutes à peu près, les enfants se disputent. Donc vous imaginez dans les classes, dans les salles de classe. Moi je dis aux professeurs, il faut que vous ayez une formation là-dessus, parce que c'est pas, sinon ils tiennent pas. Ça éviterait toutes les punitions, copie 10 000 fois, je ne bavarderai pas en classe, écris le règlement intérieur. Et les étiquettes. Et les étiquettes aussi. Voilà, les étiquettes. Donc on a parlé de sortez, premier S, on a parlé de supportez-les, donc je suis là et en mode zen, je n'interviens pas, supportez-les. Le troisième S, c'est sortez-les. Sortez-les, c'est la notion de mettre tout le monde dans le même bateau. Soit je les sors dans le jardin si j'ai un jardin, soit je les mets dans la même pièce, je sais pas, dans la salle de bain ou dans la chambre, dans la même chambre. C'est-à-dire qu'on délocalise. Voilà. C'est de la géopsychologie. Sortez-les dans le sens de sortez-les de là où ils étaient. Changez-les parce qu'il y a un ancrage. Changement d'espace. Voilà. D'accord ? Et
Et je leur dis, d'une manière très calme, lorsque vous aurez trouvé une solution à votre problème, vous viendrez m'en faire part. Et lorsqu'ils ont trouvé une solution à leur problème, ils reviennent. Assurez-vous qu'il y ait une justice entre les deux. Qu'il n'y ait pas de gagnant et de perdant. Non, donc là, je fais vraiment la médiatrice, le médiateur. Une justice et une justesse. Une justesse dans la solution trouvée. Et donc, juste pour dire, de par mon expérience vraiment personnelle, donc j'ai 5 enfants, Philippe, en agissant comme ça, mais le plein d'énergie, l'énergie, elle reste, quoi. Ouais. Je me mêle plus, je les laisse, ils se débrouillent. Plus tard, après, elles ont 23 ans aujourd'hui, elles gèrent leurs problèmes elles-mêmes, je les entends discuter, je les entends se disputer, et c'est OK, elles trouvent une solution. Et en plus, ça vient consolider cette solidarité fraternelle. Parce que beaucoup de parents se posent la question, oui, mais moi j'ai peur que si mes enfants ils se disputent, ils soient plus solidaires et qu'ils se parlent plus après et qu'ils se regardent plus quand ils deviendront adultes et oui, mais alors dans ce cas-là, laissez-les se disputer, laissez-les. Ils construisent leurs frontières aussi à ce niveau-là, leurs frontières identitaires, et c'est important dans leur construction pour pas se laisser faire après ensuite, même quand ils seront plus grands, avec d'autres personnes en dehors de la fratrie. Et en dehors de la famille. Ce qui fonctionne sur les enfants et que vous nous avez indiqué, qui est très clair, est-ce que ça fonctionne sur les adultes ? Les adultes, oui. Et notamment les 3 S, moi je les utilise aussi en thérapie conjugale. Et notamment un couple qui se disputait tout le temps. Et j'ai essayé de tourner ça dans tous les sens. Mais j'ai dit, attends, on va prescrire le symptôme. Une des thérapies, on appelle ça la thérapie ordalique. Dans les thérapies brèves, la thérapie, tu prescris en fait le symptôme, tu donnes une prescription de tâche. Puisque vous disputez, mais continuez à vous disputer. Voilà. Et la prescription, c'était, où est-ce que je leur demandais où vous disputez. Il me disait tout le temps dans le salon, le soir, à telle heure. Toujours la même heure, il y avait un rituel de dispute à ce moment-là. J'ai dit, là, vous allez changer l'heure, mais vous vous disputez dans la salle de bain. C'est-à-dire dans la salle de bain, c'est-à-dire on délocalise. Voilà, sortez-les, disputez-vous dans la salle de bain. Et je lui dis, et vous revenez, vous me faites le compte-rendu, le bilan, le feedback de vos disputes. Ils reviennent, donc 15 jours après, carrément, on n'a pas réussi à faire l'exercice. Je dis, c'est-à-dire... Il me dit, on n'a pas réussi à se disputer. Je dis, ça va pas, je vous ai dit de vous disputer. Et il me dit, on n'a pas réussi. Je sais pas, c'était l'effet de la salle de bain. Et ils me disent, vous savez ce qu'ils me disent, Philippe ? Ils me disent, vous savez, même on n'a pas réussi à se disputer, mais même on a eu plus de câlins que d'habitude. J'ai dit, ah bon ? Il me dit, dans la salle de bain, il y en a un qui prend sa douche et machin et tout. J'ai dit, j'ai dit, franchement, moi je suis embêtée. Ils vous disent ça à vous, Karima ? Oui. Ouais, dites donc. Oui. Vos pauvres oreilles. Non, vous inquiétez pas. Dans le cadre de la thérapie, elles restent plus chastes. Elles écoutent tout. Voilà. Open, exactement. Ça s'appelle donc prescrire le symptôme. Ouais. Absolument. Ouais. Prescrire le symptôme, disputez-vous. C'est comme pour les parents qui disent l'enfant qui s'ennuie. J'ai mon enfant qui s'ennuie. J'ai dit, demandez-lui de s'ennuyer encore. Il me dit, comment ça ? J'ai dit, mais oui, vous êtes en train de gesticuler, hyperactif tout autour, à lui trouver des activités. L'ennui, c'est un des ingrédients de la créativité. Si ton enfant ne s'ennuie pas, c'est un problème. Donc, laisse-le s'ennuyer. Prescris le symptôme de l'ennui. Ceci dit, les enfants le verbalisent très facilement. Je m'ennuie. Oui. Moi, je dis, continue à t'ennuyer. Ah, c'est marrant, bien vu, on va s'ennuyer tous les deux. On s'ennuie ensemble. Quand je m'ennuie, moi je pense à ça. Et toi, à quoi tu penses quand toi tu t'ennuies ? Et du coup, il y a une activité qui se crée à ce moment-là. Et il ne faut pas en avoir peur. Et qu'est-ce que vous pouvez conseiller donc à des familles où il y en a un qui veut toujours nourrir le conflit en fait, qui veut toujours l'alimenter parce qu'il aime ça en fait. Parce que ça le rend vivant. Ça lui fait sa journée, son mois, ça veut tout ce que vous voulez, mais voilà. Alors dans ce cas-là, cette personne déjà, il faut travailler avec elle et lui voir qu'est-ce qui vient, ce conflit, qu'est-ce qui te permet. Peut-être que ça s'appellera plus conflit, mais que ça s'appellera simplement être en challenge avec les autres ou en défi permanent. Et il y a beaucoup d'enfants comme ça, où on en voit de plus en plus, qui a besoin d'être challengé, d'être poussé dans ses limites en fait. Et donc en face, c'est une demande de j'ai besoin de te trouver en face et de te trouver assez fort en face de moi. D'accord ? Donc on a des enfants, donc il ne faut pas le prendre personnellement. Vous savez, ça c'est un des accords que moi j'applique tout le temps et qui est ne prends pas les choses personnellement. C'est pas contre toi. Ton enfant a besoin, ou cette personne, le collègue de travail ou dans ton couple, il a besoin en fait du frottement, du contact pour pouvoir se dépasser lui-même. Donc ne le prends pas contre toi, mais au contraire, accompagne-le, soit comme un pont pour l'accompagner justement pour aller trouver ce qu'il cherche
Parce que ça lui permet généralement, ces personnes-là, de mobiliser en fait toutes leurs ressources. Quand elles se sentent en danger, ou bon, bien sûr, maintenant, personnalité un peu borderline, je veux pas non plus qu'on se retrouve sur le bord de la falaise. Pathologique. Mais voilà, après c'est pathologique, c'est autre chose. Mais vraiment d'y aller et de ne pas avoir peur. C'est qu'est-ce qu'il exprime à travers ce comportement qu'il ne dit pas avec les mots. Donc ça présuppose que le parent va pratiquer l'écoute. Absolument. Ça présuppose que le parent va discuter avec l'enfant, va lui poser des questions, va être curieux du comportement de son enfant, qu'il n'y aura pas de jugement, pas d'interprétation, qui va vraiment se connecter, se mettre en lien avec son enfant pour rentrer dans son monde. Exactement, et être vraiment dans ce qu'on a dit, l'outil phare de la CNV, l'OSBD, l'observation. J'observe sans jugement, sans interprétation, les faits, rien que les faits, je les décris. D'accord. Deuxième étape, le sentiment. Qu'est-ce que ça révèle chez moi? Qu'est-ce que ça exprime chez moi en termes d'émotion, de sentiment? Le B, c'est quel besoin? De quoi ai-je besoin dans cette relation pour qu'elle grandisse, pour qu'elle s'améliore, pour qu'elle soit meilleure? Parce que c'est toujours le conflit, c'est toujours pour quelque chose de mieux. Oui. C'est pas pour quelque chose de pire. Là pour faire évoluer. Exactement. Le B et enfin la demande. Je choisis de, je te demande de, je souhaite que, et on l'exprime de cette manière-là. Et donc, cet enfant, quand tu as besoin de quelque chose, je remarque que quand tu as besoin de quelque chose, tu le demandes en criant, en tapant, en griffant, en mordant. D'accord. Je sais que tu peux dire cette chose-là d'une autre manière. D'accord. D'une autre manière, tu as besoin de quoi? Qu'est-ce qu'il te manque? D'accord. Et franchement, on est dans une communication qui est respectueuse de la personnalité, qui est vraiment... on pratique tout le temps, quoi. C'est... Bien, vous allez réécouter cette émission en podcast bien utile et vous allez regarder la vidéo sur la chaîne YouTube de Beurre FM la semaine prochaine. Karima, nous parlerons de ce qui vous est arrivé il y a quelques jours. Ah oui, je suis devenue belle-mère. Voilà, donc vous aussi, vous êtes devenue belle-mère. On en parlera la semaine prochaine. Passez une très jolie journée santé sur Beurre FM.